Il y a comme un élan de nationalisation des entreprises du domaine privé qui renaît progressivement en Afrique. Le dernier cas en date est celui de la Tanzanie qui a repris possession de 15 entreprises auparavant privatisées. Un retour à une tendance classique qui tranche avec le libéralisme adopté depuis des décennies par les États du continent en adhérant au programme d'ajustement structurel piloté dès les années 90 par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Si les vagues de privatisation des entreprises publiques ont permis de consolider des finances publiques réduisant des subventions de l'État, leurs bénéfices pour les économies africaines demeurent discutables. Mieux, lorsqu'on sait que plusieurs puissances économiques mondiales d'aujourd'hui ont eu recours à la nationalisation au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour redresser leur économie, on se demande bien s'il n'est pas temps de revisiter cette option en Afrique en tirant leçon du passé. Quoi qu'il en soit, on mènera la discussion. À tous, bienvenue dans ce nouveau numéro, le plateau juste après ceci. Pour la discussion, j'ai le plaisir d'accueillir Dieudonné Ao. Bonjour. Bonjour, monsieur Emmanuel. Enseignant-chercheur au département d'histoire de l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Vous êtes également spécialiste de l'histoire économique et sociale. Docteur Ao, bienvenue. Merci. Également avec nous sur ce plateau, Lamine Cissé, bonjour. Bonjour. Expert en communication politique, vous êtes également écrivain et auteur du livre « Les effets des causes cachées ». Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. Alors aujourd'hui, nous parlons de la nationalisation des entreprises du domaine public. Alors quand on parle de nationalisation, professeur Ao, de quoi s'agit-il concrètement ? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et quand on parle de nationalisation, comme le nom le signifie, nationaliser veut dire prendre ce qui appartient à des individus pour en faire des propriétés publiques. Donc la nationalisation des entreprises, c'est ce processus qui amène l'État et la puissance publique à se saisir des biens du privé, des opérateurs économiques, des personnes privées, pour en faire un patrimoine public que l'État gère pour le bien-être du pays. Voilà. Alors, la nationalisation, quand on suit l'explication du professeur Ao, est carrément l'opposé de la privatisation. Alors, et on remarque comme un élan de nationalisation qui renaît progressivement sur le continent africain, Lamine Cissé. Oui. Je crois qu'il faut placer les choses dans le contexte historique pour voir l'évolution, d'autant plus que quand on parle de privatisation, on parle des capitaux. Quand on parle de nationalisation, on parle peut-être de la capacité de l'État. Comment la nature des États qui font la nationalisation. Vous savez, après 1945, il y a le plan Marshall dont l'Europe a bénéficié. C'était le groupe désintégré, il fallait abonner des capitaux. Mais après, les secteurs clés de leur pays n'ont pas été privatisés, ont été nationalisés. Alors, donc, nous, quand on prend le contexte africain, le problème se pose fondamentalement, d'autant plus que les secteurs privés, puisque nous avons un appareil qui a été de l'héritage colonial. En fait, on a un État qui a été construit par ceux qui apportaient les capitaux. Et à l'indépendance, ils avaient la même mise sur tous les secteurs vitaux de notre pays. Nous sommes à l'état de construction des États-nations, qui sont jusqu'à présent en état embryonnaire, mais nous sommes dans le processus de construction. Donc, il y a le savoir-faire, il y a l'argent, il y a tout, mais ils contrôlaient les secteurs. Mais graduellement, nous nous sommes rendus compte que ça ne faisait qu'appauvrir, parce que si les fondamentaux, n'est-ce pas, de l'économie d'un pays est dans la main des étrangers, c'est que tout l'argent va à l'extérieur. Nous prenons par exemple le cas du Sénégal. Le port, c'est dans la main des Sénégalais. La télécommunication, les GSM, les transports, les infrastructures, tout, c'est dans la main
de ceux qui viennent de l'extérieur. Donc, l'idée de privatiser et de permettre au privé fort de pouvoir remplacer cela dans un partenariat avec l'État, c'est ce que nous pensons qui puisse permettre à l'Afrique de décoller aujourd'hui. Alors, cet élan de nationalisation, comment vous l'appréciez, vous, professeur? Appréciation que je peux donner à cet élan de nationalisation, je peux tout simplement dire que nous sommes en train de retourner vers un système économique qui a été abandonné il y a un moment. Donc c'est comme si l'histoire est en train de se répéter, tout simplement, parce que la nationalisation, c'est une action qui s'intègre dans un système économique bien déterminé. On ne peut pas nationaliser des entreprises dans une économie capitaliste, par exemple. Donc la nationalisation répond à un type d'économie bien déterminée. Pour le faire, il faut faire l'option du socialisme scientifique, il faut faire l'option du communisme et donc permettre à l'État de jouer son rôle d'État-providence, de contrôler le système économique et de pouvoir répartir les ressources au prorata des efforts de chacun. Donc ça répond à un système économique bien connu. Et donc la privatisation, la dénationalisation répond également à un autre type d'économie que nous appelons communément le capitalisme. Alors, pour savoir s'il faut nationaliser les entreprises privées en Afrique ou pas, nous allons d'abord suivre un élément qui nous amène en Tanzanie, où l'État a repris le contrôle de 15 entreprises qui avaient été privatisées dans les années 90. On revient juste après pour mener la discussion. 15 entreprises publiques auparavant cédées à des investisseurs privés sont de retour dans le giron de l'État en Tanzanie. Motif évoqué, ces entreprises souffrent depuis leur privatisation de graves déficiences et sont dans l'incapacité de dégager des bénéfices. Leur reprise par l'État a été annoncée par le ministre tanzanien de l'Industrie et du Commerce, Joseph Kakunda, qui a indiqué que 33 autres entreprises pourraient connaître le même sort si elles ne présentaient pas leur rapport d'investissement durant le mois de mai. Pays de l'Afrique de l'Est, la Tanzanie a privatisé à la fin des années 90 176 entreprises publiques suite à une décision de la Commission présidentielle de réforme des entreprises publiques financée par la Banque mondiale et chargée de piloter le processus de privatisation dans le pays. Quelques années plus tard, en 2013, seules 42 entreprises seulement sur le total des sociétés privatisées réalisaient des bénéfices. Pour la Confédération des industries de Tanzanie, les autres entreprises qui n'ont pas su tirer leur épingle du jeu ont en réalité vu leurs équilibres financiers grevés par le paiement de l'impôt différé. L'organisation patronale dénonce par ailleurs un environnement commercial non compétitif, des taxes multiples ainsi que des retards dans la délivrance de permis de travail à des experts étrangers. Voilà, le retour de ces entreprises dans le giron de l'État tanzanien s'explique par de graves déficiences dont elles souffrent et de leur incapacité à dégager des bénéfices depuis leur privatisation. Nous l'avons tous suivi dans cet élément qui vient de passer. Alors, à la fin des années 90, le gouvernement tanzanien a privatisé 176 entreprises publiques, mais plus de 25 années plus tard, 42 entreprises seulement réalisent des bénéfices. Finalement, la privatisation n'est pas cette solution providentielle comme on nous l'avait vendue dans les années 90. Merci, monsieur le journaliste. Et je pense qu'on ne peut pas vouloir d'une chose et son contraire. La privatisation, comme je le disais tantôt, répond à une vision. Et cette vision, en 90, elle a été imprimée aux États africains par le système du Bretton Woods, le FMI et la Banque mondiale, qui étaient appelés au chevet des économies africaines moribondes. Donc, la crise économique qui a déstructuré les économies africaines, pour les relever, il fallait répondre aux exigences du FMI et de la Banque mondiale. Donc, revenir au système économique capitaliste qui
fait la promotion de l'entreprise privée, qui fait la promotion de la dénationalisation et qui permet, n'est-ce pas, aux entreprises privées de pouvoir s'éclore et s'épanouir dans un environnement concurrentiel. Et donc, pour favoriser cette situation, il faudra que l'État, en tant que garant des libertés publiques, en tant que garant de l'économie nationale, puisse offrir les conditions d'épanouissement de ces entreprises. J'ai entendu dire dans l'élément tout à l'heure que l'environnement était non compétitif. Ça veut dire qu'il y a des impôts, il y a des taxes, il y a des conditions qui n'ont pas permis à ces entreprises-là de s'épanouir, de s'éclore. Mais si une entreprise est grévée par les impôts qu'elle doit payer à l'État national, vous comprenez avec moi que l'investissement de l'entreprise ne pourrait plus être ce qui est attendu. Et donc, si on est dans la politique de privatisation, il y a un accompagnement que l'État, en tant que puissance publique, doit pouvoir apporter pour que l'entreprise puisse s'épanouir. Vous estimez que cela a manqué? Moi, j'estime que cela a manqué, parce que c'est ahurissant d'entendre que 176 entreprises privatisées, il n'y a que 42 qui ont émergé, qui se sont tirées d'affaires. Ça veut dire que l'environnement n'est pas propice à l'épanouissement de l'entreprise privée. Et là, au lieu de revenir à la nationalisation, l'État tanzanien aurait mieux fait de revoir l'environnement des affaires et de faire des situations attrayantes pour que ces entreprises-là puissent reprendre vie, parce que qu'on le veuille ou pas, et la privatisation a ses avantages et la nationalisation aussi a ses avantages. Mais dans l'un ou dans l'autre cas, c'est que les avantages de la privatisation des entreprises, les avantages de la promotion de l'entreprise privée sont plus grands, sont plus importants que les inconvénients. Un État qui nationalise les entreprises ne permet pas la compétition, brime les droits des consommateurs, puisque vous n'avez pas la concurrence. Et dans un environnement concurrentiel, le consommateur se tire d'affaire, puisqu'il y a la concurrence des prix, alors que dans un environnement nationalisé, le consommateur est soumis à l'offre qu'on lui présente. Il n'a pas le choix à faire dans ce qu'on lui propose comme des objets à consommer. Et donc, il y a des avantages que le consommateur paie. Quand vous prenez par exemple le volet emploi, le secteur privé offre plus de l'emploi que le secteur public. Et donc, la jeunesse béninoise, la jeunesse africaine, dont vous connaissez le taux de croissance aujourd'hui, aura mieux fait de trouver des emplois lorsque nous sommes dans un système capitaliste, lorsque nous sommes dans un système qui promeut l'entreprise privée. Et donc la nationalisation a ses limites que moi je ne souhaiterais plus que nos pays africains puissent revivre. Alors, l'AMITI, c'est 176 entreprises privatisées. Il y a de cela 30 ans, mais 42 qui ont produit les fruits escomptés. Cette privatisation, finalement, ça n'a pas forcément apporté grand-chose si on s'en tient à ces chiffres. Bon, il faut signaler que la Tanzanie est un pays qui bouge économiquement, qui avance. Les indices sont très encourageants. Mais vous voyez, lors de la dernière crise financière, les Américains, les États-Unis d'Amérique étaient obligés de nationaliser certaines entreprises pour recapitaliser. Ça, c'est des choses circonstancielles. Maintenant, moi, je voudrais qu'on voit ces nationalisations ou ces privatisations en ce qui concerne en Afrique sur deux volets. Il faut les étudier sur deux angles. Nous, en Afrique, c'est des capitaux étrangers qui contribuent à privatiser. Dans les pays développés, c'est les capitaux nationaux qui contribuent à privatiser. Nous sommes dans deux situations totalement différentes. Aux États-Unis, quand on parle de privatisation, c'est les capitaux nationaux, des hommes d'affaires qui viennent avec leur... Mais l'argent reste dans le pays. Chez nous, c'est pas la même chose. Nous, notre privatisation a comme, n'est-ce pas,
Résultat, piller nos ressources et les amener à l'extérieur. C'est ça le fondamental. Et cela est lié à quoi? Quels sont les facteurs déterminants? Le premier facteur déterminant, c'est la gouvernance. Il faut une démocratisation, il faut la transparence, il faut lutter contre la corruption. Dans un pays où la corruption s'installe, nous avons nos secteurs économiques qui tombent. Parce qu'en fait, les travailleurs, la conscience citoyenne n'est pas élevée de telle sorte qu'on dise que cette propriété appartient à la nation, ça nous appartient. Parce que l'État, en fait, tout le monde pense que l'État, c'est le vagabondage. D'autant plus que nous avons la plupart à la tête de nos États des gens, n'est-ce pas, qui ne donnent pas le modèle. C'est la corruption, c'est les détournements, etc. Donc ça impacte dans la gestion de nos entreprises. OK? Donc c'est ce qui fait que nous, en Afrique, les syndicalistes, les hommes politiques, beaucoup disent non, on ne veut pas de la privatisation parce que c'est des capitaux étrangers qui viennent s'accaparer de nos ressources. Je crois que l'analyse doit être sous ces deux angles-là pour qu'on comprenne de quelle privatisation, de quelle nationalisation dont on parle. Alors, dans un pays où l'économie est progressive, dans un pays où il y a la transparence dans la gouvernance, il y a moins de corruption, il y a le niveau de conscience citoyenne est élevé. Je crois que les entreprises peuvent être nationalisées. Les entreprises, l'eau, l'électricité au moins, la télécommunication, notre port, etc. Il y a des secteurs où ça doit être dans la main de l'État parce que ça appartient. Maintenant, il y a un système qui est inventé il y a 10 ans en arrière, il y a une décennie ou 2 décennies qu'on appelle le PPI, partenariat public-privé. Des gens qui viennent avec le capital, qui négocient gagnant-gagnant. Même ça, on ne gagne rien. Même ça, là. Ils essayent d'amortir ce qu'on appelle l'impérialisme, parce que nous, on qualifie ça des impérialistes qui viennent trouver des néocoloniaux sur place, qui bouffent avec eux et qui prennent toutes nos économies au détriment des populations. C'est cette de privatisation qu'on parle de la privatisation sauvage. Et souvent, moi, quand je vois la Banque mondiale derrière tout financement, je ne suis pas content. Parce que la Banque mondiale n'a participé à développer aucun pays africain. Jamais, depuis l'indépendance. Alors, quand on suit Lamine Cissé, on a cette impression de ce que le libéralisme n'arrange que le système capitalisme ou les puissances impérialistes qui le défendent. Pensez-vous que l'Afrique a véritablement tiré des avantages pour le développement de son économie, de ce libéralisme? Bon, mais vous voyez un peu, je suis d'accord avec mon ami Cissé. Et lorsqu'il paie la situation de cette façon-là, malheureusement, nous sommes aujourd'hui dans un système de globalisation qu'on appelle la mondialisation, où les économies devraient être ouvertes et sans frontières. Et donc, dans ce système de mondialisation, ce sont les économies faibles qui en pâtissent. Parce que là, les capitaux privés et qui sont étrangers et qui viennent s'accaparer des actions ou des entreprises nationales, c'est vrai, mais il faut que les puissances publiques, que les États africains puissent encourager les opérateurs économiques nationaux à se reconstruire, à avoir les moyens pour pouvoir développer et prendre des actions dans ce secteur privé. Et donc, c'est une compétition. La privatisation telle qu'elle est vécue depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, et même si elle n'a pas avantagé les pays africains, ça je le lui concède, si elle n'a pas avantagé les pays africains, c'est que les pays africains doivent normalement y tirer leçon pour constituer des bourgeoisies nationales capables de prendre la relève de ces capitaux. Mais en attendant d'avoir cette bourgeoisie locale, est-ce qu'il faut continuer dans cette... Malheureusement, il ne faut pas continuer, mais il faut aussi continuer parce qu'il a payé la situation tout à l'heure quand on va à la nationalisation. Nous avons vécu l'expérience de la nationalisation sous la période révolutionnaire au Bénin ici. Et les entreprises publiques ont été transformées en propriétés privées, non pas de l'État, mais des directeurs et des différents responsables qui sont nommés à la tête de ces structures-là.
Et les entreprises ont été gérées comme des entreprises familiales et au profit des individus. Donc la conscience citoyenne dont il a parlé tout à l'heure, la lutte contre la corruption, la mauvaise gestion ou la bonne gestion ou la transparence, ce sont là des indices et des facteurs qui devront être mis ensemble et cultivés désormais pour que, si nationalisation, il devrait être que ça puisse véritablement servir à la croissance économique nationale. Au cas contraire, moi je trouve que c'est la propriété privée, c'est la privatisation, puisque au moins là, les citoyens qui travaillent dans ces entreprises ne développent pas les mêmes vices qu'ils développent dans une entreprise publique. Et donc le problème se situe à ce niveau-là de conscience des citoyens, et on peut dire que nous ne sommes que victimes de nos propres turpitudes. Alors, la privatisation, on en parle toujours, a certes permis de consolider les finances publiques et procurer au pouvoir public des moyens de faire face aux échéances de dette publique en son temps. Cependant, on sait que beaucoup d'entreprises privatisées ont connu également la faillite et que le taux de pauvreté s'est aggravé depuis ce temps. Oui, mais parce que c'est la privatisation qui est mal faite. Parce que la privatisation ne bénéficiait pas d'un environnement propice également, comme le professeur l'a dit et le docteur l'a dit. Vous savez, on vient privatiser dans votre pays, puisque là déjà, ça permet, n'est-ce pas, de sécuriser le capital investi qui est venu de l'extérieur. Ça permet de sauver l'entreprise et de sécuriser les salaires. Mais l'État gagne quoi? Les populations gagnent quoi? Ça appauvrit davantage les populations parce que c'est les secteurs déterminants dans l'économie de la nation qui sont privatisés. Et l'argent qui vient de ces secteurs-là sont pompés à l'extérieur. Hein? Ça ne reste pas dans notre pays. C'est parce qu'en fait, il y va de l'irresponsabilité de nos dirigeants et de l'environnement qui crée un environnement non propice. À la longue, ces entreprises tombent. Mais ceux qui ont investi leurs capitaux, eux, ils sont rentrés dans leurs fonds, dans leurs capitaux depuis des lustres, mais c'est le pays qui s'appauvrit. C'est pourquoi la nationalisation, aujourd'hui, devait être un facteur déterminant dans le développement. Parce que nous avons du pétrole, nous avons de l'or, nous avons du gaz, etc. Et si ces pétroles et ces gaz, prenez par exemple le cas d'autres pays en Afrique centrale, etc., qui ont depuis bien avant l'indépendance, ils ont tous ces ressources. Mais c'est les capitaux étrangers qui les exploitent. Les populations en ont gagné quoi? Comment? Dans ces pays-là, vous ne trouvez même pas des infrastructures routières de première génération, même de dernière génération, de vieille génération, vous ne les trouvez même pas. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas... Et ils sont immensément riches, mais ces richesses-là profitent aux autres. C'est pourquoi, en fait, il est fondamental aujourd'hui, quand on avait fait une émission sur le Nigérian milliardaire, là... Sur l'afro-capitalisme. Mais c'est-à-dire que sur ces secteurs-là, je suis d'accord que le capital africain permette la privatisation dans les pays, mais que ça soit dans un partenariat gagnant-gagnant. Mais aussi, il faut que dans chaque pays, que la gouvernance politique et économique soit raffinée, bien transparente, et que les populations participent. Sinon, ils viendront investir et ils vont perdre leur argent. Et vous savez, le capital étranger ne perd pas. Hein. Il vient vous lui signer des garanties. Hein. Lui, c'est gagner ou rien. Mais nous, entre nous, qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce que l'État offre pour sécuriser les investissements privés nationaux? Parce qu'il y a des nationaux qui ont beaucoup d'argent. Quand ils réunissent leurs forces, c'est des milliardaires. Mais ils ont quelle garantie dans leur pays de pouvoir investir? Est-ce que l'environnement n'est pas trop politicien? Ça pose un problème. Voilà, je crois qu'il y a des facteurs bloquants qui font que il y a beaucoup de pays qui n'avancent pas trop. Mais aujourd'hui, si nous voulons débarrasser l'Afrique de la pauvreté, il faut que la gouvernance accompagne le secteur privé d'une manière, dans une coopération gagnant-gagnant. Il faut que le patriotisme économique prévale dans tout ce que nos gouvernements font pour permettre aux populations vraiment de bénéficier des dividendes de leur richesse, parce qu'on est extrêmement riche en Afrique.
Alors, professeur Ao, Lamine Cissé l'a dit, les ressources sont exploitées par les compagnies étrangères qui réalisent de gros bénéfices, mais rapatrient l'essentiel de ces devises vers leur pays d'origine. Et ce sont les pays africains qui perdent. Pour aller contre ces genres de choses. La nationalisation, je sais que vous n'êtes pas trop pour, ne s'impose pas comme une approche de solution. Oui, dans cet environnement, et Monsieur Emmanuel, moi je pense que il faut qu'on choisisse. Soit on va à la nationalisation et on éduque et les gouvernants et les gouvernés pour accompagner la nationalisation, pour qu'elle soit porteuse de richesses pour le pays, ou soit on va à la privatisation et on offre les conditions aux entreprises privées pour qu'elles s'éclorent dans un environnement favorable à leurs activités. Et donc, dans l'un ou dans l'autre cas, je trouve qu'il y a un accompagnement qu'il faut faire. Et l'accompagnement, c'est la puissance publique. L'accompagnement, c'est l'État. L'accompagnement, comme il a dit, c'est la gestion transparente des ressources publiques. L'accompagnement, c'est la lutte contre la corruption. L'accompagnement, c'est l'environnement favorable aux affaires. Et vous convenez avec moi aujourd'hui qu'en plein 21e siècle, on sent la nécessité d'un partenariat public-privé. Aujourd'hui, un État qui ne fait pas une part belle à la promotion de l'entreprise privée est un État qui est voué à l'échec économiquement. Donc, le privé doit forcément compter pour la croissance et le développement de l'économie nationale. Et donc, si la chose est vue sous cet angle-là, il n'y a que la puissance publique, il n'y a que l'État pour offrir les conditions d'accompagnement. La nationalisation des entreprises, on en a fait dans notre pays et on en connaît les conséquences. Et donc, la privatisation, nous en sommes aujourd'hui dans le cas du béninois et on en connaît également les conséquences. Donc, les opérateurs privés nationaux ne sont pas sécurisés dans leur espace national et ils sont obligés d'aller se refaire dans d'autres pays. Et donc là, il y a un problème. Et les partenaires, les capitaux étrangers qui viennent ont, comme il l'a dit, des garanties, et c'est des garanties de pouvoirs publics internationaux. Donc là, les États africains sont obligés, ils sont contraints de respecter les clauses des contrats signés par ces capitaux privés internationaux ou étrangers. Alors que dans le même pays, il y a des nationaux qui peuvent prospérer et qui peuvent constituer, réaliser les conditions pour une prospérité économique nationale qui sont étouffées, qui sont perturbées dans leurs activités. Vous l'avez dit, la nationalisation appliquée par le passé par les pays africains a connu plus d'échecs que de réussites. Est-ce que le contexte dans lequel c'était appliqué n'avait pas contribué à cet échec? Par exemple, il n'y avait pas les ressources humaines adaptées, il y avait un militantisme, des idéologies pour lesquelles on faisait ces genres de choses, mais la chose n'était pas forcément orientée vers des stratégies économiques, des politiques économiques bien définies et des modèles de développement économique bien tracés. Malheureusement, tout ce que vous venez de citer, rien n'a évolué, rien n'a changé de 1974 à 2019. En termes de ressources intellectuelles, on n'en manquait pas en 1974, en 80, en 89, en 90. En termes de vision économique, on n'en avait pas en 82. Et aujourd'hui, ce n'est pas évident que la vision économique soit encore claire et perceptible par tout le monde. C'est de ça qu'il est question. Et il va falloir que nos pays, nos États puissent se tracer des visions économiques claires et qui puissent prendre des dispositions pour accompagner et les opérateurs économiques nationaux et les investisseurs étrangers dans le processus de
la croissance économique nationale. Donc, il y a un problème qu'il faut régler. C'est d'abord l'éducation à la citoyenneté et ensuite l'État qui doit offrir les conditions pour que soit la nationalisation, si c'est l'option qui est faite, puisse prospérer, ou soit la privatisation. Il y a des pays africains qui, lorsqu'ils se lancent dans le processus de la privatisation, ils opposent un refus pratiquement catégorique aux capitaux étrangers. Et ils font la promotion des capitaux nationaux, des opérateurs nationaux. Et dans ces conditions-là, c'est le pays qui en sort gagnant. Mais lorsque vous bradez vos entreprises à des capitaux étrangers, ou vous offrez des conditions qui sont des conditions sclérosées pour les nationaux, et ils sont obligés de s'expatrier, il y a un problème. Donc la Tanzanie, tel que les chiffres que moi, on a évoqué tout à l'heure là, c'est qu'il y a eu forcément une situation nationale, une politique qui n'a pas accompagné cette dénationalisation-là pour permettre à ces entreprises de prospérer. Lamine Cissé, pourquoi cette nationalisation avait connu un échec par le passé? Est-ce qu'aujourd'hui, les conditions sont réunies pour qu'on revisite l'option? Non, c'est-à-dire il y a des facteurs endogènes et exogènes. Hein. Quand nous prenons les facteurs endogènes, il y a des conflits sociopolitiques, il y a des troubles, il y a l'instabilité dans la gouvernance. Il disait tout à l'heure, là, nous n'avons pas une vision claire de développement. Je crois que nous devons aller vers l'adaptation. Nous avons des valeurs, nous avons les fondements, nos fondements. Si notre économie ne s'appuie pas sur nos fondements, nos valeurs, notre vision politique ne s'appuie pas sur nos valeurs, on ne peut pas se développer dans la manière des autres. Je crois que tous les politologues et tous les acteurs politiques le savent. Mais ce qui est fondamental dans la stabilité d'une économie, dans le mode d'investissement, c'est la stabilité sociale et politique. Et rares sont nos pays qui ont une stabilité politique et sociale. Rares. Vous savez, dans un pays, quand on tire les armes ou quand les politiciens, etc., il y a des troubles, il y a la tension, mais l'économie, le capital ne prospère pas. Et dans cet environnement-là, ceux qui sont les perdants, ce sont les capitaux nationaux, les hommes d'affaires nationaux, qui sont les plus perdants. Par exemple, Adjavon, il est où? Il est en dehors de son pays. Est-ce que c'est normal? Il n'est pas au Bénin. Il fut parmi les premiers contributeurs du Bénin en matière d'impôts. Mais combien d'emplois il a créé? Aujourd'hui, il est où? Son capital est peut-être investi ailleurs. Mais est-ce que ça encourage ces environnements-là, ces environnements qui sont comme des caméléons, quoi. Ça change à tout moment. Il faut de la stabilité. Il faut que nous ayons à la tête de nos pays des hommes capables, avec les populations, d'instaurer une stabilité, une confiance mutuelle et avec une vision claire de développement. C'est ce qui fait défaut. C'est ce qu'on appelle des facteurs endogènes. Au Sénégal, depuis 2012 jusqu'au maintenant, il y a l'instabilité constante, c'est la tension, etc. Regardez combien de pays en Afrique de l'Ouest qui sont dans une stabilité politique et de développement. Le Ghana. Le Ghana affiche une stabilité dans le mouvement démocratique et dans le mouvement de son économie. Celui qui vient, tu augmentes, mais tu ne vas pas en arrière. Donc nos pays ont besoin de cela. C'est extrêmement important. Alors, comme il l'a dit, les privés nationaux ne sont pas sécurisés. Si bien que la privatisation fait la part belle aux capitaux étrangers qui viennent pomper nos ressources et partir. Regardez les GSM là. Dans quel pays vous avez vu les nationaux se réunissent l'argent pour avoir les GSM qui leur appartiennent? Ça a commencé ici, ça il a commencé, mais c'est parti en lambeaux. Au Sénégal, maintenant ils ont voulu donner une licence aux nationaux, je ne sais pas quand est-ce que ça va... Mais ils gagnent énormément d'argent, c'est des milliards c'est des centaines de milliards qu'ils amassent. Donc le type de nationalisation que vous proposez, c'est celle qui fait la part belle, c'est-à-dire une privatisation, mais qui fait la part belle aux nationaux. Mais ce que les États-Unis d'Amérique font, c'est ce que la France fait. Quel est l'opérateur économique sénégalais qui est allé investir en France? Et on lui a donné le marché là-bas. Où? Aux États-Unis. Est-ce que nos multimilliardaires, ils sont dans les capitaux de ces pays-là? Non.
Mais eux, ils sont en train de pomper nos ressources et d'amener. Ils se construisent avec ça. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous aussi, mais même s'ils viennent avec leurs capitaux, c'est ce que vous appelez PPP, partenariat public-privé. Il y a un côté qui est bon, il y a un côté qui n'est pas bon. Parce qu'il faut pas aller trop dans ce partenariat-là, dans un pays, vous vous endettez inutilement. Mais il y a dans d'autres secteurs, si c'est dans un partenariat gagnant-gagnant, l'État gagne. Mais s'il n'y a pas de problème. Mais où sont nos nationaux? Où sont nos Africains? Il y a des Dangote, il y en a tellement en Afrique. Mais même dans leur investissement, l'autre jour, j'ai écouté Dangote, qui disait que pour traverser le Bénin, pour le marché béninois, il a eu des problèmes. Il disait cela. Mais moi, j'étais un peu gêné par rapport à ça. Nigeria est ici, là. Et s'il a des problèmes au Bénin, et alors, à plus forte raison, les autres marchés africains, ça pose un problème. Nous sommes dans une dynamique de construire un marché commun, CEDEAO, une monnaie unique. Mais il faut que nos opérateurs économiques s'installent dans nos pays. Moi, je ne refuse pas qu'un Béninois aille au Sénégal pour qu'on leur donne le marché sénégalais, pour qu'ils investissent. Parce que c'est dans l'espace. Et qu'un Sénégalais vienne investir ici, là, j'accepte mieux. Mais il faut que ça soit dans un environnement vraiment sécurisé. Alors, professeur, vous qui n'êtes pas trop pour cette nationalisation, cette renationalisation des entreprises du domaine privé, on ne peut quand même pas dire que la nationalisation n'offre pas des avantages, quand même. Non, mais je crois que j'ai été suffisamment clair là-dessus. La nationalisation, dans un environnement comme celui d'aujourd'hui, n'offre que la paresse, n'offre que la négligence, n'offre que la corruption, et n'offre que tous ces vices-là que vous connaissez et qui sont des vices qui sont dangereux et qui tuent l'entreprise. D'accord? Et il faut que vous sachiez que dans un environnement, en tout cas pour qu'une économie puisse prospérer, l'État doit pouvoir être neutre dans les affaires. L'État doit jouer son rôle de gendarme. L'État organise le climat des affaires. L'État favorise l'implantation des opérateurs économiques nationaux et l'État leur offre un environnement qui puisse faciliter, favoriser leurs entreprises. Et en retour, ces opérateurs contribuent à l'embauche de la jeunesse, à créer de l'emploi, à offrir de meilleurs services aux consommateurs et à contribuer à l'accroissement à la croissance, n'est-ce pas, de l'économie. Mais lorsque nous sommes dans une économie nationalisée, comme nous avons vécu le cas au Bénin, c'est que les entreprises sont considérées comme des choses publiques, un patrimoine public, avec tous les vices des acteurs que vous connaissez. Alors, vous pensez que la Tanzanie, en faisant l'option de renationaliser 15 entreprises et 33 d'autres dans le viseur, court à l'échec? Je ne veux pas jouer à l'oiseau de mauvais augure, attendons de voir, parce que je veux croire que les Tanzaniens ont pris conscience de leur destinée. Et donc, après la nationalisation, ils vont pouvoir instaurer un système de gestion saine, une gestion saine de ces entreprises-là pour leur permettre de survivre. Auquel cas, vous allez voir que d'ici à quelques années, ces entreprises-là vont encore retomber. Finalement, selon vous, ce n'est pas le système même en lui qui constitue un problème, mais la façon dont c'est appliqué. Absolument. Ce n'est pas le système qui... selon moi, le système ne constitue pas en lui même une mauvaise chose. Nationalisation. Mais la nationalisation, elle n'est pas une mauvaise chose si elle est faite dans les règles de l'art. La nationalisation, elle est porteuse de croissance économique. Et si la dénationalisation, c'est-à-dire la privatisation, elle est faite dans les règles de l'art, la privatisation, elle est aussi porteuse de croissance économique. Donc, lorsque l'État associe les opérateurs économiques privés à la privatisation, alors les capitaux restent, les ressources restent et l'emploi se développe et puis les retombées sociales sont nettes. Donc c'est une affaire d'option. Moi, pour la Tanzanie, j'ai pas peur, parce que c'est un pays qui, du point de vue gestion, démocratie, etc., a une réputation extraordinaire. C'est un pays qui avance. Je crois que
ils peuvent s'en sortir. Mais prenez le cas de Air Afrique. Vous oubliez ça? C'est un multinational. Hein? Pourquoi c'est tombé? Ça prospérait, ça faisait le monde entier. La première fois, les Africains sont réunis pour dire on va construire. Pourquoi c'est tombé? Vous savez, c'est les gouvernements qui sont les premiers responsables à faire tomber. Ils donnaient les billets, quoi. Envoyaient les enfants, les femmes en vacances. On ne payait pas. Au niveau des bagages, c'est-à-dire qu'il y a trop de laxisme dans la gestion. Comme on avait dit que c'est pour toute l'Afrique, bon, j'ai dit il y a des démarcheurs, c'est-à-dire que des coursiers de l'Air Afrique à cette époque-là, qui s'achetaient des maisons, des voitures, de ce travail, et ils ne sont pas employés nulle part. Hein. C'est-à-dire que les à côté qu'ils font, mais ils s'achetaient des maisons et des voitures. C'est extraordinaire. Donc, c'est un exemple. Ce fleuron-là est un exemple. Mais je crois que dans le processus d'évolution, on a formé assez de cadres maintenant. Le monde est un monde globalisé de plus en plus. Je crois que l'Afrique de maintenant n'est pas l'Afrique du temps de Air Afrique. Nous sommes en train d'évoluer. Les mentalités sont en train de changer. Je crois que le peuple même, c'est-à-dire que la demande sociale elle est tellement pressante que les gouvernants savent qu'il faut qu'ils aillent de l'avant. Ils sont contraints d'aller à l'avant. Parce que être président de la République, ça veut dire qu'on est le meilleur. Il y a des meilleurs que toi qui n'ont pas eu l'opportunité d'être président de la République, mais qui connaissent mieux que toi. Donc, ce n'est pas une question de compétence ou etc. Il faut nous organiser, être méthodique et patriote, suffisamment patriote. C'est extrêmement important pour vraiment booster les choses. Moi, je pense que la Tanzanie, avec son évolution, quand vous le voyez en Afrique, c'est un pays, il faut regarder son histoire, c'est un pays aujourd'hui qui est sur la rampe du développement, qui est en train de bouger. Donc vous pensez l'Éthiopie également, bon, c'est des pays, par exemple la compagnie éthiopienne est là. Mais n'envie rien aux compagnies européennes. Donc vous pensez que l'option a été mûrie? Vous pensez que l'option je pense de renationaliser ces entreprises je pense qu'ils ont acquis des expériences, ils ont suffisamment assaini la gouvernance. Ils sont en train de lutter contre la corruption. Si ces facteurs-là sont réunis, je pense que la nationalisation ne posera pas de problème. Alors, professeur Ao, nous sommes presque à la fin de cette émission. On retiendra que ce soit le libéralisme, que ce soit le nationalisme, le problème se trouve du côté de la gestion. Il faut une bonne gouvernance pour créer la croissance et le développement. Absolument. Et il faut tout simplement une bonne gouvernance et il faut les hommes qu'il faut à la place qu'il faut dans le système économique pour que le système puisse prospérer. Oui. Vous voulez ajouter quelque chose? Bon. Lamine Cissé? Non, moi je dis que, évidemment, il faut qu'on soit optimiste. L'Afrique est en train de bouger parce que l'Afrique fut le berceau de toutes les connaissances et les sciences, et je crois que l'Afrique va reprendre sa place. Nous avions toutes les ressources humaines, toutes les ressources naturelles, toute la richesse pour être le premier dans ce monde-là, et je crois que nous sommes dans le processus d'être les premiers parce que nous allons renverser la tendance. Cette jeunesse dynamique comme vous êtes en train de faire votre travail de journalisme d'une façon professionnelle. Si tout le monde dans son secteur fait son travail d'une façon professionnelle, je crois que je suis très optimiste. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Lamine Cissé, expert en communication politique, écrivain et auteur du livre Les effets des causes cachées. Et Dieudonné Ao, spécialiste de l'histoire économique et sociale. Merci d'être passé avec vos différentes explications et analyses. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro d'Espace Éco. Vous pouvez également le retrouver sur notre site www.sikatv.info. Prochain rendez-vous dans une semaine, même heure, même fréquence. Surtout, restez avec nous. L'information revient sur Sika.